Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Livre Lettres persanes, tome 1. Par Baron de Charles de Secondat Montesquieu. Préface. Louis XIV était mort, laissant le peuple affamé, la France appauvrie par la révocation de l'édit de Nantes, par les longs désastres d'une guerre inique terminée à grand-peine en victoire in extremis, l'esprit écrasé sous le joug du Père-Lachaise et de la Maintenon, les lettres languissantes. La disparition de la funeste Cagotte et des confesseurs jésuites fut un soulagement universel. Le poids qui oppressait les poitrines s'en était allé à Saint-Denis en pourriture royale. On respirait. Mais dans quel chaos, dans quel désarroi moral, politique et financier. Trouble encore accru par le déchaînement des passions comprimées et le dévergondage effréné qui succède à la libération. C'est dans Michelet qu'il faut chercher la peinture sur le vif de cette ruine pleine de vie, où parmi les scandales de l'agiotage qui étouffa dans son germe la gigantesque entreprise de l'eau, parmi les intrigues traîtresses des bâtards auxquels Louis XIV avait voulu livrer la minorité de Louis XV, Monsieur le Duc, un Condé rapace, roi du système, qui se disait pauvre avec un grand gouvernement et 1800 000 livres de rente, un Dubois pourri de vices et de ruses, des Tencins mâles et femelles, gouvernait un fouillis de petits abbés, de laquais enrichis, de grands seigneurs et de courtisanes que la spéculation mêlait dans la fraternité du ruisseau Quincampoix. Les castes s'effaçaient. Face et néface, il se formait une nation avide d'une vie nouvelle, pleine de mépris et de haine déjà contre les parasites sociaux accoquinés sur la patrie. La révolution se faisait par en haut, dans la bourgeoisie lettrée et la petite noblesse de robe, mais elle se faisait. Le siècle, dit Michelet, demandait, désirait un génie qui tranchât nettement dans le temps, parti de l'écart absolu, qui surtout alla droit à la question fondamentale, la question religieuse, ne chercha pas, comme les utopistes d'alors, de vains raccommodages pour une machine plus qu'usée. Notez que le catholicisme expirant se signalait encore par d'horribles exploits, que la révocation de l'édit de Nantes, les dragonnades, les missions beauté, la persécution des jansénistes venait de dépeupler le centre de la France, de ruiner l'industrie, qu'en 1721, l'année des lettres persanes, l'Inquisition brûlait à Grenade 9 hommes et 11 femmes, que vers le même temps, les protestants de Torne périssaient torturés dans des supplices exquis, que les parlements de Paris, de Rouen, de Bordeaux, tenaillaient et brûlaient les libertins, libres penseurs du temps, que le château Trompette, où l'on ne pouvait se tenir ni debout ni couché, n'avait rien à envier aux effrayants in-pace de l'Inquisition. Qui donc proclamera l'iniquité de l'intolérance, l'inanité des menues pratiques religieuses, les ridicules de la casuistique, l'influence néfaste du célibat ecclésiastique, l'inévitable fin du catholicisme, la supériorité des gouvernements doux, des châtiments gradués et modérés, sur les rigueurs pénales et les fantaisies du despotisme, de la République sur la monarchie? Quel homme osera, en face et au-dessus de l'arbitraire religieux et politique, établir les principes du droit des gens, subordonner à l'équité les coutumes et les lois, soumettre à la justice les princes, les magistrats, les prêtres, Dieu lui-même, s'il y a un Dieu 84. Ce sera, contraste piquant, un homme né et nourri dans un milieu unique pour énerver, éteindre, admirable pour étouffer, où la routine réactionnaire est une religion, où la cruauté froide, indifférente, machinale est une seconde nature, où l'infatuation est une monomanie. Une fatalité de famille, condamnait Montesquieu à la magistrature. Affublé à 25 ans d'une perruque de conseiller, coiffé à 27 ans d'un bonnet de président à mortier, il semblait calfeutré au foyer, dès 26 ans par un mariage fort calme et l'éducation de 3 enfants. Il n'avait guère plus de 30 ans, quand son petit roman esquissa déjà le credo de 89. Le prisonnier de la robe s'était émancipé. Cette robe, qu'il porta 12 ans 1714 à 1726, dont il n'osait s'arracher, couvrait un merveilleux fond de haine pour l'atroce passé dont elle le faisait complice. Son esprit vaste, vif et doux, sous ce poids qui le contenait, n'en fut pas accablé, mais s'étendit en dessous de tous côtés, étudiant les sociétés, les lois qui président au développement des nations, l'éclosion lente mais sûre de la justice, idéal qui se dégage des mœurs passagères et changeantes. Dans le recueillement d'une quasi-captivité, ou parmi les distractions ordinaires d'une vie calme et mondaine, en allant de son hôtel au Parlement, du Parlement à son hôtel, parfois à Paris,
Il aiguisait et fourbissait l'arme qui allait décapiter un monde. Ces petites phrases pimpantes et sèches, si fortes dans leur dédaigneuse concision, mesurée et audacieuse. Mais comment relier tant de pensées éparses sur des sujets si vastes, réduire en un livre le sommaire d'une bibliothèque critique, et en un livre attrayant, se faire lire et accepter? On était dans un moment singulier d'inattention, où personne n'avait envie de regarder. Écrit au plus fort du système, le livre est publié dans la débâcle, la terreur du visa, quand chacun se croit ruiné. La difficulté était grande pour se faire écouter de gens préoccupés si fortement. Quel cadre assez piquant, quel style assez mordant pouvait s'emparer du public? Le petit roman fit cela. Il est probable que dès 1718, Montesquieu s'était arrêté à l'idée de lettres écrites par des orientaux voyageant en Europe. Déjà Charles Rivière Dufresne, dans ses amusements sérieux et comiques Amsterdam, 1705, avait promené un siamois à Paris. C'était un artifice ingénieux et simple. Les mœurs de l'Orient, matière à comparaison et à contraste, étaient suffisamment connues par les Mille et une nuits, par les récits de Chardin et de Tavernier, par les mémoires du sérail de Madame de Villedieu, Catherine Desjardins, femme galante morte en 1683. L'auteur causait de son projet avec ses amis, leur en communiquait des fragments, profitait de leurs conseils, rédigeait d'après leurs indications plaisantes ou sérieuses des épisodes et des réflexions, esquissait des caractères. À en croire une note manuscrite au verso du feuillet de garde de l'édition 1758, Amsterdam et Leipzig, Arxté et Mercus, 3 volumes in 4, la première des œuvres complètes, Arsenal, 20 911b, 2 personnes ont travaillé avec Monsieur le Président Montesquieu aux lettres persanes. Monsieur Bell, conseiller au Parlement de Bordeaux, qui a fourni les articles Badin, et Monsieur Barbeau, président, qui a écrit les réflexions morales. Ce dernier était secrétaire perpétuel de l'Académie de Bordeaux, à laquelle il légua sa maison et sa bibliothèque. Jean-Jacques Bell, membre de la même académie, possédait une fort belle bibliothèque qu'il voulait rendre publique, en y attachant à ses frais 2 bibliothécaires. On a de lui le dictionnaire néologique, en collaboration avec Desfontaines, des lettres critiques sur la Marianne de Voltaire, et une ironique apologie de Lamotte Houdard. Il mourut à 45 ans 1738, d'un excès de travail à Paris, où il passoit la plupart de son temps. Ces 2 hommes étaient évidemment des lettrés, et il leur suffit pour être sauvés de l'oubli, d'avoir touché aux lettres persanes. Quant à leur part de collaboration, il semble qu'on soit fondé à la restreindre à un échange d'idées. Le style de Montesquieu est partout le même, d'une concision forte qui n'exclut ni la fêterie, ni la sécheresse. Et dans son premier ouvrage se retrouvent en germe aussi bien la curiosité galante du temple de Gnide, que la gravité quelque peu impérieuse de l'esprit des lois et de la grandeur et décadence des Romains, avec un charme de plus, l'expansive mobilité de la jeunesse et le mélange contrasté des sujets et des tons. Une occasion se présenta, Montesquieu la saisit. L'ambassadeur turc arrivait, mars 1721, avec tout son monde équivoque. La question débattue partout était: n'a-t-il pas un sérail? Et qu'est-ce donc que la vie du sérail? Vous le voulez? Eh bien, apprenez-le. Le nouveau livre vous le dira. Dès le commencement, 5 ou 6 lettres vous saisissent par cette curiosité d'être confident du mystère, au fond du sérail même, et ce qui est piquant, d'un sérail veuf, et des humbles aveux que ces belles délaissées écrivent en grand secret. Avec un tel prologue, on ne lâchera pas le livre. Mais nulle mollesse orientale. Il ne s'en doute même pas. À 100 lieues du sérail mystique des soufis, du sérail voluptueux du Ramayana, celui-ci est français, je veux dire amusant et sec. La flamme même s'il y en a quelque peu, et sèche encore esprit, dispute et jalousie. Ces disputes ne troublent guère les sens. Le tout est une vraie satire contre l'injustice polygamique, le dur veuvage où elle tient la femme, même la polygamie chrétienne, quoiqu'on en plaisante parfois comme d'une chose qui est dans les mœurs, il la flétrit très âprement dans la lettre sur l'homme à bonne fortune, 48. C'est un coup de théâtre de voir comme, après ces 5 ou 6 premières lettres de femme, maître de son lecteur, il l'emporte sur un pic d'où l'on voit toute la terre. La marche inéluctable des sociétés humaines vers le droit, vers la libre pensée, vers la République. Le régent rit et tout le monde. Et qui sait? Les évêques, tous les pères de l'Église, Dubois, Tansin, etc.,
et la France entière rit, et l'Europe. C'est là bien autre chose qu'un succès littéraire. La vogue tout d'abord fut grande. Il parut en 1721 3 éditions au moins des Lettres persanes, 2 chez Brunel, Amsterdam, une à Cologne chez Pierre Marteau, voir la bibliographie à la fin du tome 2, toute fidèle au texte publié chez Brunel par les soins du secrétaire de Montesquieu. L'auteur vint à Paris 1722, jouir de son triomphe. Reçu dans tous les cercles lettrés, chez le Régent, chez Maurepas, chez Madame de Tencin, il connut la Duclos, Chevrier, Voissenon, La Chaussée, Crébillon-Fils, Moncrief, Salé, Pont-de-Vel, tous aspirant à l'Académie. Le temple de Nide, que Madame du Défend a si bien nommé l'Apocalypse de la galanterie, allégorie à fêter composée pour Mademoiselle de Clermont, lui valut, dit-on, un certain nombre d'amies influentes, 1725. Aussitôt, il se présenta à l'Académie, et fut élu. Fontenelle, directeur, avait déjà écrit son discours et l'avait remis au récipiendaire, lorsque des envieux firent valoir un article des statuts, qui interdisait l'admission de membres non résidents. Et puis Montesquieu avait fort malmené l'Académie, 73. L'élection ne fut pas validée. Montesquieu, piqué au vif, vendit sa charge 1726, s'établit à Paris, prit pied chez la marquise de Lambert qui passait pour mener la coterie académique et attendit. Ces détails et ceux qui suivent sont habilement groupés par M. Vian, l'un des hommes qui connaissent le mieux Montesquieu, et nous les empruntons à sa curieuse brochure Montesquieu, sa réception à l'Académie, et la 2e édition des Lettres persanes, signée L. volume 24. P. Grand Indus Didier sans date. Enfin, le 26 octobre 1727, la mort d'un certain Sacy, avocat, nullement parent des Sacy bibliques dont le nom s'est tristement éclipsé sous le Second Empire, laissa vacante la place si ardemment convoitée. Amis et amis d'entrer en campagne, et d'écarter tout concurrent. Patronné dans le monde par Madame de Lambert, dans l'Académie par l'abbé Mongault, ancien précepteur du duc d'Orléans, la candidature n'est point combattue par le cardinal Fleury, qui, dans une réponse ambiguë au directeur, abbé Dubo, rappelle, sans vouloir prendre d'engagement, que le président s'est déjà présenté. La réussite semble assurée. Un incident fâcheux remet tout en suspens. Fleury n'avait pas lu les Lettres persanes, on les lui fit lire. Le père Tournemine, directeur du journal de Trévoux, trônait à l'hôtel Soubise, dans les salons d'un certain abbé Oliva, bibliothécaire du cardinal de Rohan. Montesquieu avait été présenté à ce cénacle, puis tout à coup, effarouché par les prétentions de cet encombrant personnage, avait cessé d'y paraître, et cela sans déguiser le motif de sa retraite. Inde irae. Un extrait fort fidèle rapidement composé par le père Tournemine, ouvrit les yeux au cardinal. Il paraît que la lettre 24 1721 première 22, mit le vieux prêtre de fort méchante humeur, et je le crois. Le roi et le pape y sont traités de grands magiciens qui font croire au peuple, l'un que du papier et de l'argent, l'autre que 3 ne sont qu'un, et que le pain qu'on mange n'est pas du pain. Le jeudi 11 décembre, au moment de procéder au scrutin, on apprend le mécontentement du cardinal. Le cardinal a parlé. Le cardinal vient de dire à l'abbé Bignon, en propres termes, « Le choix que l'Académie veut faire sera désapprouvé de tous les honnêtes gens. » Voilà l'élection ajournée à 8 N. Un candidat sérieux, l'avocat Mathieu Marais, se présente dans l'intervalle. Montesquieu est tenace, il donne de sa personne, il court droit à l'ennemi, c'est-à-dire qu'il va voir le cardinal et le gagne à sa cause. Sur l'heure, Fleury fait savoir qu'après les éclaircissements donnés par le président, il n'empêchoit point l'Académie de les lire. 2 scrutins, non sans boule noire, 20 décembre et 5 janvier, donnèrent enfin la majorité à Montesquieu. Les adversaires ne s'étaient pas découragés, et la veille du 2e tour, ils travaillaient encore contre ce fou. La partie ne fut décidée que le matin même, par une lettre ministérielle que M. Vian a raison de citer, comme un chef-d'œuvre du genre. Il me paroit, monsieur, écrivait Fleury au secrétaire perpétuel, que la manière dont vous avez dressé le registre le 11 décembre est très sage et très mesurée. Il y a certaines choses qu'il vaut mieux ne pas approfondir, par les suites qu'elles peuvent avoir, et si on vouloit aller plus loin, on ne diroit pas assez ou on diroit trop. La soumission de monsieur le président de Montesquieu a été si entière, qu'il ne mérite pas qu'on laisse aucun vestige de ce qui pourra porter préjudice à sa réputation,
et tout le monde est si instruit de ce qui s'est passé, qu'il n'y a aucun inconvénient à craindre du silence que gardera l'Académie. Voilà mon sentiment, et je ne prétends point le donner comme une décision. Je serais bien fâché de vouloir jamais m'ériger en juge de ce que pourra faire la compagnie. En général, je ne puis m'empêcher de penser que le parti de prévenir les tracasseries est toujours le plus prudent. L'élection, approuvée le 8 janvier, consacrée par la réception le 24 janvier 1728, fut pour Montesquieu une satisfaction d'amour-propre, et rien de plus. 3 séances suffirent pour confirmer le nouvel académicien résidant dans ses projets de voyage lointains. Dès avril 1728, il partit pour Vienne avec un homme d'État anglais. Le lecteur qui, dit M. Vian, aime les dénouements moraux, au moins chez les autres, s'étonne sans doute que Montesquieu n'ait pas fait expier à quelqu'un les ennuis qu'il venait d'éprouver. Il ne se refusa pas le plaisir d'une fine et discrète vengeance. Tout le monde savait que le P. Tournemine aimait passionnément la célébrité. Dès lors, chaque fois qu'on prononça devant Montesquieu le nom de ce jésuite, il prit soin de dire « Le père Tournemine ». Je n'en ai jamais entendu parler. Ainsi donc Montesquieu était académicien de par les lettres persanes, malgré les lettres persanes. Elles demeuraient sous-entendues. Mais que s'était-il passé dans sa visite au cardinal? À quelle soumission s'était-il prêté? Fleury affirme que tout le monde en était instruit. Le fait est qu'on n'en sait rien. 3 hypothèses se présentent, l'une adoptée par les 3 panégyristes de Montesquieu, l'autre insinuée, à la suite de la première, par d'Alembert dans son éloge, l'autre relatée dans une note du siècle de Louis XIV et soutenue par M. Vian. D'après la première opinion, Montesquieu aurait déclaré au cardinal qu'il ne se disoit pas l'auteur des lettres persanes, mais qu'il ne les désavouerait jamais. Puis il aurait lu lui-même quelques passages bien choisis, et le ministre, séduit par l'habileté du lecteur, aurait trouvé l'ouvrage moins dangereux qu'agréable. D'Alembert, écrivant sous l'inspiration des secondas, prétend à faux que parmi les véritables lettres, l'imprimeur étranger en avait inséré quelques-unes d'une autre main, belle, Barbeau, et qu'il aurait fallu du moins, avant de condamner l'auteur, démêler ce qui lui appartenait en propre. Ces explications qui se tiennent, peuvent sembler confirmées par une sorte de désaveu indirect que nous relevons dans le discours de réception. Le génie que le public remarque en vous le déterminera à vous attribuer les ouvrages anonymes, où il trouvera de l'imagination, de la vivacité, et des traits hardis, et pour faire honneur à votre esprit, il vous les donnera, malgré les précautions que vous suggère votre prudence. Ce compromis, cette réticence discrète était probablement connue, acceptée ou imposée par le cardinal. Il est permis encore de voir dans les Réflexions sur les lettres persanes, v. page 1, publié en tête du supplément de 1754, la substance de l'apologie que Montesquieu présenta au ministre. Voici maintenant la version de Voltaire, rejetée par Sainte-Beuve et beaucoup d'autres. Montesquieu fit faire en peu de jours une nouvelle édition de son livre, dans lequel on retrancha, ou on adoucit tout ce qui pouvait être condamné par un cardinal, ou par un ministre. C'est justement ce que fit Voltaire lui-même en 1732, pour obtenir de Fleury l'autorisation de publier les lettres anglaises. L'anecdote n'est donc pas invraisemblable. D'autre part, il existe une édition des lettres persanes, modifiée uniquement dans le premier volume et pourvue d'un sous-titre caractéristique « Lettres persanes », seconde édition, revue, corrigée, diminuée et augmentée par l'auteur. À Cologne, chez Pierre Marteau, 1721. Notez que le même Marteau avait également donné en 1721 un texte conforme à celui d'Amsterdam Brunel, qui a été suivi du vivant de l'auteur par toutes les éditions subséquentes, 1730, 1731, 1737, 1739, 1740, 1744, 1748, 1753, jusqu'à y compris l'édition avec supplément, de 1754, celle que nous considérons et reproduisons comme définitive. Montesquieu mourut au commencement de 1755. Partout, avant le supplément, le nombre des lettres est de 150. Dans la seconde Marteau, il est réduit à 140. 13 ont été supprimés, IVX 15 23 XXX 39 XL, 41 XLV, 63 68 69 de l'édition type, 8 présentent quelques changements 7 IX XI 17 22 37 84 CXXXVI.
3 ont été ajoutés: sottise du peuple durant la fronde, libéralité des princes, embarras des gens d'esprit, qui portent dans la seconde marteau les noms 58, 59, LX, et qui figurent dans le supplément de 1754. Monsieur Vian a été tout d'abord et justement frappé de ces suppressions, de ces remaniements, et de la rareté relative d'une édition à laquelle Montesquieu ne peut être étranger, puisqu'on y relève des additions conservées par le texte définitif. Ajoutez que les changements s'arrêtent au tome 1er, que le deuxième demeure intact sauf les numéros des lettres, que ce fait semble l'indice d'une certaine précipitation, en tout cas d'une intention cachée. La date seule, 1721, embarrassait Monsieur Vian, mais dès qu'il eut découvert dans le journal littéraire de 1729, 2 comptes rendus élogieux, presque édifiants de cette seconde édition, sous la rubrique « Livres parus en 1721 et de 1722 à 1728 », il ne douta pas qu'il eût entre les mains l'édition citée par Voltaire, car s'il n'en avait paru aucune de 1722 à 1730, et aucune en effet ne porte de date intermédiaire, pourquoi le journal littéraire se fût-il occupé des lettres en 1729 ? Cette seconde marteau ne pouvait-elle pas avoir été antidatée pour faire croire à l'ancienneté de modifications imposées par des circonstances récentes ? Voilà certes des remarques intéressantes, des arguments bien présentés, des déductions correctes. Et cependant, nous ne sommes pas convaincus. C'est qu'à cette seconde édition, dont Monsieur Vian croyait il y a peu d'années posséder le seul exemplaire connu, qui manque à la Bibliothèque nationale, mais que nous avons compulsé et collationné à l'Arsenal, 19630b, il manque beaucoup pour répondre au signalement donné par Voltaire. On n'en a pas retranché, on n'y a pas adouci, tout ce qui pouvait être condamné par un cardinal ou par un ministre. À ce point qu'en 1751, 20 ans après la date officielle, vraie ou fausse, c'est d'après le texte expurgé, en citant les numéros nouveaux, que M.G. l'abbé Gautier, né à Louviers en 1685, mort à Paris en 1755, théologien des évêques de Boulogne, de Langles et de Montpellier, Colbert, rédigeait un violent factum dont nous reparlerons, les lettres persanes convaincues d'impiété, MDCCLI 103 pages, Arsenal, 19032 DBL, relié dans un petit recueil de pièces, Grand in 12, avec cette mention manuscrite, Ex libris domus orat, Domine nostrae virtutum, ex de nos domini Molin. Paris 6. Si le lecteur veut bien se reporter aux notes et variantes du présent tome, il jugera comme nous que les suppressions et remaniements, tous regrettables au point de vue littéraire, sont à peu près insignifiants sous le rapport philosophique et religieux. Qu'y a-t-il de retranché ? Des épisodes sans importance, les 15-20 XXX32, l'aventure de Farhan qui ne veut pas être nuque, 39 à 41, 41 à 43, des recommandations d'Uzbek à ses femmes, 63-65, une partie de campagne du Sérail, XLV 47, l'affront fait à Soliman par son gendre, 68-69, 70 à 71, les expressions, Vierge qui a mis au monde 12 prophètes, 3 ne sont qu'un, 22-24, 18, deuxième. Reste l'allusion à l'Eucharistie, le pain qu'on mange n'est pas du pain. Qu'y a-t-il d'adouci ? Les regrets amoureux de Fatmé, 7, V deuxième, 2 mots relatifs à l'impureté de la femme et à la circoncision, la dénomination révérend père jésuite décemment abrégée en RPJ, et quoi encore ? Absolument rien de significatif. Qu'y a-t-il de changé ? Des numéros de lettres et quelques lettres. Les additions ne sont pas un correctif. Loin de là. Est-ce à dire que l'édition subreptice doit être attribuée à un caprice d'éditeur ? Nullement, puisque les additions en ont été conservées par l'auteur dans son supplément. Qu'elle n'ait joué aucun rôle dans l'élection à l'Académie ? Il est probable que si, mais dans une certaine mesure que Voltaire n'indique pas suffisamment et que M. Vian exagère. Nous sommes portés à croire que la seconde édition est antidatée, le journal littéraire semble le prouver, que Montesquieu, pour appuyer ses explications et son apologie, résumée dans les réflexions sur les lettres P, a pu tirer de sa poche 2 ou 3 éditions de 1721, y compris le tome 1er de la fameuse seconde, et se plaignant des contrefacteurs, signaler rapidement quelques numéros intervertis, quelques mots absents, quelques passages remaniés. Il a montré le livre, mais ne l'a point laissé. Fleury d'ailleurs, n'avait pas le temps de lire,
et pour ne contrarier ni des personnages influents ni un candidat bien né, bien posé, contre lequel il n'avait aucun grief sérieux, il s'est hâté de reconnaître un acte de déférence par un acquiescement de bon goût. Cette conclusion concilie toutes les hypothèses probables et vraisemblables, et rend justice, ce nous semble, à la perspicacité de M. Vian. La seconde édition, diminuée et augmentée, ne paraît pas avoir été réimprimée. Il ne s'en est conservé dans le texte définitif que les 3 lettres ajoutées. On les trouvera dans le tome 2, à la place indiquée par le supplément. Les éditions assez nombreuses, publiées du vivant de Montesquieu, sont de simples reproductions de la première Amsterdam Brunel. Le supplément ne renferme que quelques lettres insignifiantes relatives au petit roman, 2 ou 3 correctifs à une théorie hardie du suicide, à des doutes sur la prescience divine, 76 à 77, 69, et ces réflexions, désormais placées en tête de presque toutes les éditions et dont nous avons indiqué le sens et la portée. Il est fait allusion dans ce morceau à de nombreuses imitations des lettres persanes. On a conservé le souvenir que des lettres turques par Saint-Foy, souvent jointes au livre de Montesquieu sans en être absolument indignes, 1744 à 1754, des lettres juives, 1754, des lettres chinoises, du marquis d'Argent, enfin des lettres d'Amabed par Voltaire. Ce serait prendre sur le plaisir du lecteur que de relever toutes les grâces et tous les mérites des lettres persanes. On les découvrira du premier coup. Nul besoin de clés ou de commentaires. Les allusions aux folies déplorables de Louis XIV, à la révocation de l'édit de Nantes, au scandale du système, aux outres du crédit rempli de vent par un éole qui ressemble à l'eau, ne renferment rien de mystérieux ni d'obscur. Les peintures de mœurs, le tableau achevé de tous les ridicules sociaux, les observations qui notent de traits si fins, si justes et si multipliés toutes les nuances du caractère français, l'activité parisienne, le flegme espagnol, la morne gravité des orientaux, cela est de tous les temps aussi clair, aussi vrai, aujourd'hui qu'il y a 150 ans. Les jugements littéraires trouvent de même leur application immédiate. Ce que dit Montesquieu des sots livres, des compilations vaniteuses, des coureurs de nouvelles, des ergoteurs scolastiques, des théologiens pédantesques de l'Académie française, semblera bien longtemps écrit d'hier. Quant à quelques erreurs bien rares comme l'idée d'une dépopulation progressive du monde, à quelques préjugés contre la médecine, l'érudition, la poésie, et qui sont imputables soit à l'esprit du temps, soit au tempérament tranchant de Montesquieu, ou au caractère de son génie à la fois positif et généralisateur, nous les signalons sans y insister. Mais il est à propos de déterminer ici les doctrines philosophiques et morales de Montesquieu, et l'application qu'il en fait aux religions, au gouvernement, à l'organisation des sociétés humaines. Elles sont exposées dans les lettres persanes avec la netteté et la franchise de la jeunesse. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.